Bonjour à tous, je suis Léava et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Pour vous rappeler un petit peu le concept, on découvre les backstage d'un métier atypique et artistique. Donc aujourd'hui on est avec David de la place. Je te Ok. sers quelque chose, David. Un petit café avec un peu de sucre, hein. Là, j'y suis. Bon, dis-moi, David, aujourd'hui on veut tout savoir. Les choses drôles, les choses un peu plus compliquées. Déjà pour commencer, c'est quoi ton métier? C'est difficile à définir, mais je suis photographe, directeur artistique, chef déco de temps en temps. En gros, moi, je me définis comme un artisan de l'image, tu vois. J'essaie d'apporter aux artistes une vision artistique pour réaliser leurs pochettes d'albums, leurs photos, etc. Et si tu devais nous expliquer en 3 mots ton métier? Euh, de l'urgence, c'est très souvent dans l'urgence, la photographie et de la déco, beaucoup de déco. Ce que je sais de toi, c'est que tu travailles beaucoup dans le milieu du rap. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir photographe, surtout dans le milieu du rap? Je pense que ça s'est fait naturellement, hein. J'ai mon frère qui faisait un peu de musique à l'époque, qui m'a demandé de lui faire quelques portraits. Je lui ai fait quelques portraits et j'ai le manager d'un artiste qui venait de ma cité qui m'a dit ouais, ça peut être lourd de travailler avec lui, etc. Lui qui commençait à, Tito Prince, qui commençait à bosser bien dans le rap à ce moment-là. Il avait des morceaux avec Carré, avec Youssoupha, avec pas mal de monde. Là, je me suis dit, mais photographe de rappeur, Il y a un truc c'est à pas faire. mal, tu vois. À ce moment-là, j'avais aucune information sur ce métier. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, les réseaux sociaux, ça existe, mais différemment. Il n'y a pas vraiment les artistes derrière, le monde du rap qui sont mis en avant. Donc, je découvre ce truc-là. Là, je me dis deux choses. Un, la conseillère d'orientation, elle a mal fait son taf. Je Cette sais pas si elle salope. savait même que ce métier existait. Putain, si elle nous disait ça, on aurait peut-être mieux bossé à l'école. Deux, vas-y, allons-y. Et dans tout ce que tu fais, je vois que tu es pluridisciplinaire. Quel est vraiment l'élément de ce métier qui te passionne le plus? Le truc qui fait que le matin tu te réveilles, tu te dis j'adore ce métier. Ouais, créer, c'est trop. Des fois, je pars de projet, j'ai rien, j'ai un tas de bois, un pot de peinture, et je crée tout un décor, je fous un artiste dedans, une lumière. Et quand tu prends chaque élément séparé, ça a l'air un peu. Des fois, ça a l'air éclaté. Et quand je vais rajouter la lumière, le bon détail, le bon truc, tu prends la photo et bim, Parce que tu l'instant, as déjà le truc en tête. Tu Ouais, sais ce que toujours, ça va donner. toujours, toujours. Alors, toujours oui et non, je me laisse des grandes variantes de possibilités. Je suis pas figé sur exactement la position que je veux, la tenue que je veux, le machin. Je trouve que t'enlèves la magie si t'es trop précis. Faut laisser le moment, je sais pas comment dire, Le tu vois. naturel. Ouais, voilà, faut laisser du naturel et faut laisser un truc un peu volatile quand tu shootes qui fait que en testant des choses, tu peux tomber sur de meilleurs résultats. Moi, ça fait un bout de temps que je te suis sur les réseaux, Merci. que quand je vois par exemple un post à toi dans mon feed, je peux reconnaître plus ou moins que c'est une photo à toi avant même de voir ton nom. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être très brièvement, en un mot, quel est ton style de photographie? Ah, alors ça, c'est super compliqué en un mot. Faudrait un paragraphe. Moi, j'aime beaucoup travailler la couleur et j'aime beaucoup travailler des univers un peu fous. Tu vois, noyer des choses, brûler des trucs, créer des scènes qui sont pas forcément réalistes. Tu vois, on met un banc dans la mer, on attend que le niveau de la mer monte et le gars est assis dessus. J'adore essayer d'avoir un truc qui accroche l'œil. Donc finalement, plus ou moins du fantastique. Ouais, plutôt, ouais. Fantastique, j'aime bien. T'aimes bien. Ouais, Ok, on a j'aime trouvé bien. un mot. On a essayé de On a résumer essayé en de un mot. résumer en un mot fantastique. Je Mais dis pas que ce que je fais, c'est fantastique. Attention, c'est le mot peut avoir t'inquiète, il y a plusieurs sens. d'autres personnes le diront pour toi. Et je sais aussi que dans le métier de photographe, il y a donc plusieurs éléments. Il y a le moment de la photographie et derrière, il y a un taf de post-prod. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi? Enfin, quelle est la place de la post-prod dans ton Bah, c'est super post-production, dans ton important parce que travail? tu. Alors, c'est super important parce que tu apportes la touche finale. Ah, c'est vraiment. T'es fabricant de voitures, c'est la peinture. Tu vois, c'est ce qui va sublimer c'est ce qui va sublimer le résultat. Par contre, j'essaie d'avoir un résultat le jour du shooting qui est le plus près du résultat final.
dans ma construction de lumière, dans la construction du décor. C'est pour ça que je fais pas d'effets spéciaux. Enfin, des effets spéciaux de temps en temps sur des covers, mais je fais pas de 3D, des choses comme ça. Tout est réel. Tout ce qui a été créé, ça a été vraiment fait. Et ça me fait gagner du temps derrière. Et surtout, ça rajoute un côté un peu artistique et encore plus puissant quand tu vois les coulisses du truc et que tu dis merde, il l'a vraiment fait ce con. C'est ça, c'est quand tu te rends compte que finalement, c'est pas vraiment un effet spécial et que ça a été réel et que vous êtes embêté à faire le truc. Ah, des fois, il y a des trucs, on pourrait les faire sur Photoshop en 4 secondes. Mais je préfère le faire en vrai. Ouais. C'est plus marrant. Aussi pour l'expérience. Ouais, pour l'expérience. Il y a des trucs, je sais, bah, tu vois, on en parlait en off tout à l'heure. Sur une cover, j'ai cramé la gueule d'un gars. C'était marrant. Quand je vais dans un truc de pyrotechnie avec lesquels je travaille, je leur explique le projet, ils me regardent avec des yeux écarquillés, genre t'es complètement taré, ne fais surtout pas ça. Ils sont 3 autour de moi en train de me dire pourquoi il faut pas le faire. Je dis non mais les gars, ça m'a été fait, tu vois. Et on le fait, et c'est super marrant, tu vois, nous sur le moment. Mais en vrai, sur Photoshop, faire un montage, faire des flammes, ça prend pas tant de temps que ça. En fait, la vidéo backstage, où tu vois ce gars qui est dans l'eau, en calbute, et on lui allume la gueule, ça flambe. Et ça a eu tellement de puissance que la cover, elle a été portée 1000 fois plus gros. C'est ça, parce qu'il y a le storytelling c'est ça, derrière. en fait, tu vois ce qui se passe derrière et tu te dis, ce type, il a un problème psychologique. Tu vois. C'est ça qui t'amuse aussi. Ouais, moi, ça me régale. J'adore construire des trucs, cramer des trucs, jeter des bagnoles dans l'eau. Je fais des trucs de fou. Et je pense que aussi les gens qui te suivent, moi aussi, on sait que derrière il y a tout un personnage, toute cette histoire derrière et la construction. Moi, j'adore ça. J'adore ça, tu vois. Je suis en train de penser à des scènes dans ma tête, c'est incroyable. On fait une cover un jour avec un artiste indépendant, pas trop connu. Son projet, il s'appelle Sortie de route. Et il voulait à la base, enfin, vu que ça parle d'un accident, on parle d'accident de voiture, de trucs. Et je lui dis, en fait, visuellement, un accident de voiture, c'est pas impressionnant. Et je lui dis, bah, en fait, viens, on prend une caisse et on la jette dans l'eau. On la met dans l'eau et toi, t'es posé dessus. Donc lui, il kiffe le projet, il me dit, vas-y, ok. Et on achète une voiture exprès pour. Et le jour du shooting, bah, coup de première, accélération, bam, dans l'eau, vas-y, pose-toi dessus et on fait le shooting. Et c'était incroyable, tu vois. Et moi, j'adore ce genre de truc. C'est tes idées, voilà, les idées folles de David. Je me demande si tu as déjà travaillé avec des artistes autres que des rappeurs. Ouais. Dans un autre genre musical. Bon, j'ai fait Vita Slimane, c'est pas vraiment du rap, tu vois. Artistes musicaux, non. Après, autres, oui. Riyad, qui est influenceur. J'ai travaillé pour le musée Grévin pendant peut-être 2 ans. Et du coup, je me suis retrouvé à shooter Thomas Pesquet, Jean-Paul Gaultier, des gens improbables. Je sais même pas comment je suis arrivé là. Et c'était trop cool. Quand t'as une niche, peu importe laquelle, tu vois, là, pour moi, du coup, c'est le rap, pour d'autres, c'est le sport, le machin, tu vois. Dès que t'es dans une niche, c'est 3 fois plus facile de communiquer, d'arriver à fonctionner dans ce truc-là. C'est ça, finalement, t'es un peu comme genre un expert de ton milieu. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, les gens, ils aiment bien te mettre dans une case. Ah, il y a lui, tu sais, c'est la France. Il y a un gars, ah, c'est lui, et machin. Au pire, il y en a un deuxième, un troisième, mais pas plus. Et on va prendre ces 3-là, et puis c'est très bien. Ça sera les représentants officiels d'eux, tu vois. Et tu ne l'as peut-être même pas décidé toi-même. Ah non, je l'ai pas décidé, ça s'est fait avec le temps. Moi, je suis né en 1990, tu vois. Je suis né, le rap existait déjà. Toute ma famille écoutait du rap. J'ai écouté que du rap. C'est presque la seule musique. Il y a qu'aujourd'hui je découvre d'autres musiques, tu vois. Maintenant que tu bosses dans le rap, tu découvres autre chose. Maintenant que je bosse dans le rap, j'en écoute quasiment plus. Moi, j'écoutais beaucoup de rap très street, tu vois, et j'ai eu des enfants. Et donc, faut faire attention quand t'as des gosses, tu vois. Il y a des trucs, je peux pas. J'écoute et encore beaucoup de morceaux déjà quand je suis solo, quand je suis en voiture, machin. Mais quand je suis en famille, c'est pas possible, frère. Il y a des trucs, c'est beaucoup trop vulgaire. Je veux pas faire écouter ça à mes enfants. Parce que ma fille, elle écoute des morceaux de rap, mais je me vois pas lui faire écouter uniquement ça. Je me dois d'essayer de lui proposer une culture plus grande. L'autre jour, je regardais ma playlist, laisse tomber. Elle a ni queue ni tête. Mais elle a aucun sens. Elle a aucun sens, frère. Tu passes de NWA à Michel Berger, tu vois. C'est réel, tu vois. Donc tu t'es limite toi-même découvert un nouveau ouais, il y a plein de trucs que j'ai découvert. Alors la chanson française, j'en écoutais parce que ma mère, elle écoutait beaucoup de chansons françaises, mais je me suis redécouvert. Et la différence, comme tu disais que tu travaillais avec Slimane et Vita, la différence entre travailler avec des rappeurs et travailler avec des artistes d'un autre genre. La vraie différence, c'est que dans le rap, les gens sont très mal organisés.
D'accord. Vraiment, ça paraît, hein, le rap est un putain de truc. Tu vois des clips, ils sont incroyables. Ce que tu sais pas, c'est que le clip, il est sorti vendredi, il a été tourné lundi, mercredi, il y a une V1, tout s'est fait dans l'urgence. Enfin, c'est vraiment un métier d'urgence de dingue. Tout est fait à la dernière minute. C'est très très rare les artistes qui ont du temps. Moi, on m'appelle jamais, on a une cover à faire pendant 2 mois. C'est à chaque fois, ouais, la semaine prochaine, faut que ça sorte, un machin. On est tout le temps dans le speed. Là, je pars en déplacement une semaine. Quasiment tous les jours, on m'a calé des shoots. Quand je taffe avec des marques, c'est moins dans l'urgence. Quand je taffe avec d'autres styles de personnalité, c'est moins dans l'urgence. Est-ce que tu dirais que cette notion d'urgence, elle est plus propre au milieu du rap ou est-ce qu'elle est propre au milieu de la musique en général? Non, vraiment au milieu du rap. Je pense que c'est un constat qui s'est fait avec le temps. Tu vois, les artistes sont de plus en plus autoproduits. Donc, ils ont de moins en moins de gens, Une on va grosse dire, équipe qui les qualifiés. accompagne? On va dire qualifiés. Le mot qualifié, il est un peu à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des gens indépendants qui ont appris tout seuls sur le terrain qui sont qualifiés. Mais quand un jeune artiste commence par lui-même, monte son label, travaille avec son cousin, son frère, son pote du quartier, tout ce que tu veux, qu'ils n'ont C'est pas la de débrouille, formation quoi. de base dans la musique, ce qui est propre au rap, ça il existe beaucoup moins dans d'autres milieux, ben forcément ils vont au début faire des petites erreurs, ils vont se professionnaliser avec le temps, Bien mais sûr. comme tous les gens qui sont autodidactes. Et donc en fait, tu te retrouves vite avec des gens Qui se laissent peut-être qui même dépasser malheureusement, par des ouais, événements. des fois ils sont submergés. Des fois ils sont submergés. Là, je fais des projets avec des artistes qui ont des disques d'or, des disques de platine. Ils changent de management et le nouveau management ne sait pas comment on fait un CD. C'est moi qui suis obligé de leur dire: ah ouais, t'as besoin de quoi? Il me faut ça, ah ouais, il faut tout ça. Bah oui. Tu vois, Donc tu n'es pas que les photographe, crédits, tu es les aussi timings, bah ouais, producteur, non. manager. Alors, pas producteur, manager, loin de là, je mets pas d'oseille, c'est eux qui m'en donnent. Mais moi, j'essaie de les conseiller au maximum, tu vois. Surtout, après, il y a des gens, je me prends pas la tête, ça dépend l'affect qu'il y a avec les gens, tu vois. Mais des fois, je parle avec des gens et je finis par leur donner des idées marketing, leur parler Mais de si tu peux donner un coup de quand main, est-ce que tu en as besoin, etc. Je suis un créatif, j'ai tout le temps des idées, j'ai tout le temps plein d'idées. bah, Je c'est cool parle de un peu avec vouloir tout les le monde. partager. Sinon, je les garde pour moi et j'en fais rien, tu vois. Donc, à un moment, faut que ça sorte. Et je fais de la DA pour des clips, des fois, pour plein d'autres trucs. C'est vrai qu'habituellement, quand quelqu'un vient travailler avec toi, on sait qu'il y aura un concept visuel fort qui va sortir, parce que tu as énormément d'idées. Comment est-ce que tu trouves tes inspirations? En vrai, c'est compliqué. Il y a énormément de points différents qui peuvent m'amener à une idée. Ça peut être un titre d'un projet, ça peut être une phrase dans un titre, ça peut être des fois des idées que j'ai recyclées. Parce que quand je fais un mood board pour un artiste, souvent j'envoie 4 5 idées. Quand je t'envoie 4 5 idées, bah forcément t'en prends une, voire tu les prends pas, j'en renvoie deux trois, et il me reste toutes ces idées-là qui sont fortes. Et des fois j'essaye simplement de les replacer, tu vois, parce qu'il y a des idées, c'est des bangers. J'en ai 3 4, putain, le jour où j'arrive à les placer, je suis le plus heureux du monde, tu vois. Quand tu travailles dans l'image, les gens ont parfois du mal à se projeter et à essayer de comprendre là où tu veux en venir. Et donc du coup, c'est là où des outils comme Pinterest, Google Images et plein de trucs, ça va servir. Tu peux aller récupérer Pour illustrer tes propos et tes idées. plein de trucs à droite à gauche. Ok, là j'aime bien, par exemple, comment il est posé. On le mettrait dans un décor de tel style avec un fond plutôt comme ça, etc. On monte un peu tout et ça aide les gens un peu à se projeter, quoi. Est-ce que, aussi dans ce milieu de rap, de la photographie, etc., il y a des tendances? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'être complètement has-been? Oui. Si tu arrives avec des trucs très photoshopés comme il y avait dans les années 2000, très construits, ça va paraître éclaté. Mais encore une fois, ça dépend de comment tu le fais. Parce que si tu le fais très bien, ça peut être aussi joli et ça peut correspondre à un projet. Et comment tu fais pour être à l'affût des tendances? Pour te dire, ok, là, je vois, c'est ça qui est en train de se faire en ce Ah, moment. je pense que en vrai, il n'y a pas de règles. On a tous des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, les Tu tendances, traînes elles sur sont les là. réseaux et voilà. En fait, les tendances, elles sont là 24 heures sur 24. Tu le vois, ne serait-ce que dans le style, même dans ce que tu portes aujourd'hui. C'est ainsi que les choses tournent. Les gens finissent par revenir aux fondamentaux. Il y a des choses qu'ils aiment bien. Et puis voilà, tu vois, il y a 6 ans, tout le monde était un slim, machin. Aujourd'hui, tout le monde est en régular. Et puis voilà, et puis ça change, ça reviendra, ça partira. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'évolution visuelle du rap au fil des années? Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu plus fin. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens se dirigent vers des choses qui sont vraiment plus esthétiques qu'avant, où c'était peut-être un peu plus grossier et où tu pouvais te manger des covers qui étaient totalement éclatés, gros portraits, trop retouchés, dents archi blancs, yeux archi blancs, tout est vraiment retouché de dingue.
je trouve qu'aujourd'hui, on a une poésie un peu en plus, c'est un peu plus intéressant. Tu vois. Et je pense qu'il y a un accès à la technologie qui est beaucoup plus facile aujourd'hui. Tu vois, s'il y a 20 ans, tu voulais faire une cover, c'était très compliqué, ça pouvait être très cher parce qu'il fallait appeler des gens qui étaient dans la mode, des gens qui étaient dans d'autres musiques, qui prenaient des cachets qui n'avaient rien à voir. Donc pour le rap, c'était un peu compliqué, donc forcément. Et puis tout évolue. Si tu regardes les covers de Johnny à l'époque, ils sont éclatés. Si tu regardes les covers de Claude François, frère, oh là là, t'atteins un summum. Heureusement qu'ils t'entendent pas. Hein. Voilà. Des kitsch, pas kitsch, beau, pas beau, on s'en fout, tu vois. Et une fois, j'ai un gars, il m'appelle, il me dit, ouais, voilà, nous, on veut faire une cover, tata. Donc, moi, mes questions sont toujours sensiblement les mêmes. Est-ce que vous avez déjà une première idée? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre sur l'idée? Est-ce que c'est une idée fixe? Ou est-ce qu'on peut travailler, que je l'amène un peu dans mon style, etc. Et il y a un gars qui me dit, l'enfoiré, qui me dit, ouais, en gros, la cover, je m'en fous. Qu'elle soit belle ou pas, je vendrai pas un 10 de plus. Moi, j'étais au téléphone, je dis, mais Hein? il vient de me manquer de respect de dingue. Il n'en a même pas conscience, cet enfoiré. Et en gros, j'ai dit, non, mais moi, je suis désolé, mais je travaille pas comme ça. Et vas-y, tant pis, appelle quelqu'un d'autre. Tu vois. Et ça s'est pas fait. Et ça, c'est pas fait. Mais je lui dis, attends, tu peux pas venir me voir et me dire, ouais, bon, cover, j'en ai rien à foutre. Fais ce que tu veux. Dans tous les cas, je vendrai pas un CD de plus. Frère, à un moment donné, ça manque de respect de ouf, tu vois. Bon bah merci, bonne journée. Ouais, bah, écoute, salut, hein. J'aime bien le fait que tu me dises que tu es un artisan de l'image. Parce que pour moi, derrière artisan, il y a aussi toute cette notion de bricolage. Ouais. Et j'ai cru comprendre que c'était toi qui bricolais tes Ouais, décors. moi je fais tout seul. Je déteste appeler des chefs déco. Et grand respect aux chefs déco, hein, je les kiffe, que de l'amour sur vous, tous les chefs déco, je vous aime. Mais en fait, des fois j'ai une vision et les peu de fois où j'ai appelé un chef déco, c'est très difficile de transmettre exactement ce que je veux et d'arriver sur le résultat que je voulais de base. Et donc du coup, ça me perturbe parce que j'ai toujours travaillé tout seul. C'est difficile de déléguer quand tu travailles tout seul depuis très longtemps. Et encore plus quand c'est des postes aussi importants. Parce que si la déco elle est éclatée, la cover elle est éclatée. Point Bien barre. sûr. Il n'y a pas d'autre choix en fait, c'est comme ça. Et du coup, j'aime bien faire tout seul. Je suis très bricoleur, tu vois, mais depuis l'époque où je montais tous les meubles chez moi avec ma mère, on faisait des trucs, des travaux, des conneries, tu vois, c'était assez cool. Et donc je suis devenu par la force des choses très 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 bricoleur. J'adore ça, en fait, ça me détend, tu vois. Et est-ce que tu peux nous raconter une histoire, une anecdote un peu sympa où tu as eu une galère avec un décor Ah, j'en ai eu trop. Je fais pour la cover d'un artiste qui s'appelle Saf, un artiste de Marseille, un vrai frérot en plus. Ça fait un moment qu'on fait les covers ensemble. Pour son dernier projet, on shootait en haut d'une montagne avec une cabine téléphonique. Oh, je crois que je l'ai vu Ok. sur Instagram. Et donc moi, je dis, bah, on va le faire réel. Donc je construis une cabine téléphonique en bois parce qu'une vraie cabine, ça pèse genre 300 kilos. Bien C'est sûr. impossible à monter si t'as pas la technique. Du coup, ça devient des coûts, des trucs. Faut la louer, la ramener jusqu'à là-bas, mettre des cautions, ramener des scooters, des neiges. Tu vois, enfin, là, ça devient une organisation. Oublie, pas possible. Oui, là, monsieur bricoleur arrive, tu Ouais. fais ta Et donc cabine. je dis, ok, moi je vais la construire en bois. Vas-y, tu vois. Donc je vais acheter mon bois, de la peinture, du plexiglas, tout. Je la construis. Je construis une cabine qui est cool et la cabine elle fait, si je te dis pas de bêtises, genre 2,40 m. Tu vois, Ok. je la construis, tout va bien. J'ai un régisseur qui arrive, il doit arriver à midi pour qu'on parte à Pralou. Petite trotte quand même hein, d'ici. Tu C'est vois. où? Pralou c'est dans les Alpes, je crois, c'est genre 5 heures, 6 D'accord, heures de ok, route, un route truc de comme ça, tu montagne vois. et tout. Voilà, pour aller vraiment à la montagne. Et donc, on devait arriver en avance, nous, dormir à l'hôtel, se reposer. Le lendemain matin, l'artiste, il arrive et c'est bon, on se barre, tu vois. Au final, il arrive à minuit. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai attendu toute la journée. T'inquiète, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Il arrive à minuit, je suis en PLS. On prend la cabine, on la rentre dans le camion. Le camion est trop court. Mais pas trop court, un peu. Trop court, tu vois. Genre vraiment. Et là, je me retrouve déjà exténué, énervé des retards, dans le stress de demain matin. Il y a Bien l'artiste sûr. qui arrive, il faut qu'on soit en place et tout. Et il est minuit. Il est minuit, bah 1 h du matin, le temps qu'on est. Et je suis obligé de découper mon décor. Oh non. Tu vois, de le découper réel. De Je suis scier ta assis cabine. comme un gros connard. J'en ai chié pour la construire. Et là, je suis en train de tout éclater. Je la scie, je jette le truc, je la mets dans le camion, je renferme et je dis on verra plus tard. On prend la route.
On arrive là-bas. Sur la route, le gars, pour arriver un peu plus tôt, je sais plus, on change de lieu. On arrive dans un autre endroit, on a réservé maison, mais on a réservé pour tout le monde. Donc c'est un billet immense. On est 12, je crois, sur le truc. Aucune neige. Oh C'est non. trop bas. Et donc moi, je leur dis, les gars, je vous avais dit, venez, on va là-bas. Donc on arrive à se faire rembourser. On va à Pralou, neige à toute patate, Ok. tout est carré. L'artiste arrive, avec un peu de retard, mais ça va, parce qu'on n'était C'est-à-dire pas que déjà, prêts. t'as pas dormi de la nuit. Donc ouais, non, on n'a pas dormi de la nuit du tout, tu vois. En plus, on était dans un camion 3 places, tu sais, dos bien droit, à 3, balèze, genre oublie, tu vois, c'est pas possible. T'as pas dormi. Tu peux pas te détendre, tu peux pas dormir. On arrive là-bas, je revisse le décor, mais avec ce que j'ai sur place, j'avais pas énormément de trucs, donc je fous des vis, des trucs. On pose le décor. On pose le décor. On le sort, on le pose debout. La cabine. Je Je sens vais la sur le côté cata. chercher mon appareil photo. Je mets le sac, j'entends pas. Je me retourne. La cabine, elle a pris le vent. Elle s'est éclatée sur le sol. Les plexis qui s'envolent, le côté qui se casse, tout. Et là, moi, je regarde ça. Et ça va, en partant, j'avais pris une visseuse et une boîte de vis. Et je fous 10 000 vis dans le truc. On la monte en haut. Et en fait, j'avais pris une pelle et on a creusé dans le sol, on a rajouté de la neige par-dessus Pouvoir bien la caler. vraiment la caler et faire un truc. Donc elle a pas bougé pendant le shoot. On shoot, tout se passe très bien. Termine les genre 21h ou 22h, mais 22h à la montagne en plein hiver. Mais il fait nuit assez tôt et donc impossible de redescendre avec la cabine, trop dangereux. On est sur un terrain pour monter, on était sur un terrain de rando raquette, tu vois. Ah oui, d'accord. Rando raquette après de la pluie, tout est verglacé. Ah, c'était. Bah, faut pas que vous ayez dormi dans la montagne. Non, 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 on est redescendu, mais on a laissé la cabine. Tu Ouais. vois, on a dit on laisse la cabine, on revient la chercher demain, tranquille. On la laisse. Elle est encore Le là-bas lendemain- à l'heure qu'il est. Non, 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 non. Franchement, pour le coup, nous, j'essaye de faire les choses bien. On retourne la chercher, sauf que la neige, elle a verglacé. Impossible de l'enlever. Impossible, genre. Impossible. Eh ben, On un a petit été coup de obligé. scie. Là, on a été obligé de l'arracher. Quand on l'a arrachée, elle s'est cassée. On a dû la redescendre En miettes. morceau par morceau. Ça a Mais le été shoot était galère. déjà fait. Ouais, tout est. Ouais, mais Et qu'est-ce qu'il va donne ce descendre, shoot va descendre une cabine téléphonique de. On est à 1200 mètres d'altitude. On a 3 km à faire sur un chemin de rando raquette. On pied est deux avec une cabine À qui pied pèse. Ouais, avec une cabine qui pèse genre 90 kilos. l'enfer. Vas-y, fais-le. Fais-le et, et on s'appelle. Ça peine. Donc, avec ton métier, j'imagine que tu croises beaucoup de personnes assez connues, assez renommées. Est-ce Ouais, que ça tu va. peux nous dire la personne la plus connue que tu aies pu rencontrer dans un événement, grâce à ton travail? Et surtout, on veut une anecdote. Mbappé. Oh, Mbappé, on veut c'était tout cool. savoir. On faisait on faisait le shoot pour Grévin. C'est assez marrant les shoots pour Grévin parce que on fait des photos un peu type presse pour pouvoir annoncer la statue, le machin. Et je fais aussi toutes les photos de la personne euh, pour pouvoir reproduire la peinture sur les statues. En tout cas à ce moment-là, tu vois. Et du coup, on est- il est sur un espèce de... Comment ça s'appelle? Il est sur un espèce de socle qui tourne, tu vois. Et en fait, moi, je prends des photos et en fait, à chaque fois qu'il tourne, tu vois, je prends une photo, il tourne. Et à un moment, moi, je tape une barre, il me regarde comme ça, je dis, frère, j'ai l'impression d'être sur FIFA. Parce qu'en fait, t'as vu, j'ai Mbappé qui est devant moi, habillé en fouteux et qui tourne. T'as capté? Il est sur son truc, il tourne comme ça. C'était trop marrant. Et c'est quoi le souvenir le plus marquant de toute ta carrière de photographe? Vraiment, si tu devais résumer ces 10 ans et te dire vraiment ce moment-là, il était incroyable, exceptionnel. Négatif ou Ah, positif? putain, c'est compliqué. Positif, moi, bah, en fait, j'ai taffé avec quasiment tous les artistes que j'écoutais quand j'étais adolescent. Là, déjà, t'es sur un truc. J'ai grandi dans le 9-1. J'ai travaillé beaucoup avec Cynic. C'est un gars que j'écoutais à mort quand j'étais plus jeune. Et- L'ancienne cynique. Ouais. Mais c'est un gars que j'écoutais quand j'étais adolescent. Et du coup, je me retrouve avec lui, on graille, c'est mon poteau, on se voit. J'étais avec lui hier, tu vois, ça discute. Salif, j'ai écouté à mort et il a une boîte de prod où il réalise de la publicité, des choses comme ça. Et je me retrouve avec lui, on va à Abu Dhabi. Et tu sais, à un moment, je me réveille, je me dis, attends, je suis à Abu Dhabi avec Salif. T'as capté? Tu dis ça au gars qui écoutait Oui, Autant de David, Peura il y a- à l'époque, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable.
Donc je pense que c'est plus ça. Il n'y a pas de réel moment en soi où je me dis, waouh, c'est incroyable, parce qu'il y en a trop des moments. Je me suis retrouvé à la Cité de Dieu avec les Pequeños en train de boire de la Buscavida. Tu sais, même à ce moment-là, je me réveille et je dis, non, mais attends, Ma vie est un rêve. c'est incroyable. Pas forcément un rêve, mais tu vois, c'est archi Mais cool. Et c'est plus dans quelque mon... chose de dingue parce que tu te serais jamais imaginé C'est ça. 10 ou 15 ans auparavant en train de C'est faire. ça, et plus dans mon taf, tu vois, je roule avec des caisses qui sont plutôt cool. Je vais chercher ma mère à la cité dans laquelle on a grandi, je fais des tours avec elle en Mustang cabriolet. Enfin, tu sais, à un moment, tu te réveilles, tu te dis, ah ouais, non, c'est cool. C'est vraiment cool, en fait. Là, Et t'es je fier pense de que ton parcours. c'est la totalité, tu vois, qui te dit, ouais, c'est pas mal. Plus qu'un seul événement, tu vois. Je C'est la comprends. totalité du J'aime truc. bien cette réponse. Et même là, tu vois, on part vendredi, on part exposer à New York. Le lendemain, on expose à Montréal. J'ai que des retours de dingue de gens là-bas, directement, des médias de partout qui me contactent. Je dis, mais attends, c'est un truc de fou. Et surtout que tu viens de sortir un livre. On a lancé les précommandes, il sort le 10 octobre. Et donc, tu vois, c'est tout ça, en fait. C'est tous ces moments-là où je me dis, la continuité du truc, elle est incroyable. Vraiment, il se passe un truc où chaque jour, ça grandit et c'est fou. On m'appelle de partout pour faire des expos dans des endroits. Je me dis, mais attends, j'ai jamais été en vacances là-bas. Je voulais y aller. Vas-y, viens, on va faire l'expo. Tu vois. Ma source principale, c'est ton Instagram, je vais te dire la vérité. Donc, encore une fois, j'ai vu sur Instagram, il y a quelqu'un qui a commenté sous un post, t'es vraiment talentueux ou quelque chose comme ça, et tu lui as répondu, non, non, je suis juste un charbonneur. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, pour moi, c'est... Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages. On dirait que tout est... Que c'est tombé par magie. Ouais, que tout est écrit ou que c'est normal et tout. Et en fait, non, mec. Le charbon. Tape dedans, ma gueule. Tu vois, c'est tout. C'est en fait charbon, charbon, charbon. Tu te mets dans ta vision, t'écoutes pas les autres, parce que si t'écoutes les autres, tu vas rien faire ou tu vas changer de direction tous les 2 jours. Tu te mets dans ta vision, t'envoies. Si t'envoies, il y a forcément un moment où tu vas t'exposes à New York. Peut-être pas, mais il y a un moment où tu vas avoir un minimum de résultats. Si t'as pas de résultats, change ta vision. Tu vois, peut-être que c'est pas la bonne. Si au bout de 10 ans, t'es encore dans le truc et que ça marche pas, bon, pose-toi les bonnes questions. Mais normalement, si tu charbonnes et tu te donnes les moyens, t'es obligé. Et moi, il y a des trucs, tu sais. Genre là, l'autre jour, je regarde un de mes commentaires, je vois, alors j'ai plus son nom exact, mais c'est le père, je sais plus quoi, qui me met un commentaire et qui dit précommandé. Je regarde, je dis, mais attends, c'est une dinguerie. En fait, le mec, c'est vraiment chrétien, catholique, je sais pas de quel truc il est, mais c'est un père, tu vois, genre de l'église. Il précommande un livre, c'est un peu rare. C'est incroyable, ma gueule, ce crossover, il est complètement fou, tu vois. C'est complètement dingue, tu vois. Et là, je me dis, il y a un truc, en fait, ça en fait, tu touches beaucoup plus de personnes que tu pourrais le croire, déjà. Et ça touche les gens. Et ça, tu t'en rends pas compte avant de... Tu sais, des fois, je me balade à Paris, il y a des gars qui m'arrêtent, ah, David et tout. Mais quand ça arrive, tu dis, ok, ça touche les gens. Maintenant, on va passer plus dans un univers un peu parallèle où je vais te demander de faire appel à ton imagination. Si je pouvais te demander un artiste sur toute cette planète Terre avec qui tu aimerais collaborer, ce serait qui? C'est compliqué. Alors ça, c'est peut-être la question qu'on me pose le plus souvent. C'est vrai? Ouais. Et vraiment, avec le temps, je me rends compte que sans négliger les artistes, attention, je m'en fous de plus en plus de la personne avec qui je travaille et de sa notoriété. Parce que il y a 2 choses. Il y a déjà la rencontre de l'image avec le public, elle va être faussée par la notoriété de l'artiste. Demain, je balance une photo de Nekfeu qui est mal cadrée, elle aura plus de succès qu'une photo d'un inconnu qui est hyper bien. C'est vrai. Donc c'est un truc, moi, qui en tant que photographe me touche de plus en plus parce que c'est le jugement de mon travail. Au final, je préfère mettre mon travail en avant que la notoriété d'un artiste. Et aussi, je me suis vraiment rendu compte avec le temps que demain, je vais travailler avec un artiste qui est très connu, c'est lui la rockstar. Bien sûr. Donc il a ses envies, il a ses besoins, il a 12 personnes derrière lui. Tu pourras peut-être même pas faire exactement ce que tu as en tête. C'est ça, il a 12 personnes derrière lui qui doivent tout valider, la dangerosité du truc, la légalité, les autorisations, les machins, ça devient très compliqué de créer. Et avec les artistes indés, il va y avoir un décalage où des fois, moi, je peux être un peu plus connu qu'eux, même si je m'en fous totalement. Mais du coup, il peut y avoir un truc où eux se disent, putain, je taffe avec lui. Tu vois? Et donc du coup, ils vont me donner un peu plus d'écoute. Ils vont plus te laisser faire ton truc parce que d'un point de vue professionnel, bah toi tu connais vraiment ton taf. Ouais, c'est ça. Et eux ils se laissent un peu plus guider par toi. C'est exactement ça. Et donc du coup, ça peut être des fois plus intéressant. Après, si demain on oublie tout ça et je me voilà. taffe avec un gars. Faisons ça. Ah, je pense à un Lil Wayne, tu vois, tu sais, des mecs des gros carrés qui ont beaucoup d'attitude, tu vois. Okay. Lil Wayne, ça pourrait être. Un petit Snoop Dogg. Non.
Snoop, ça peut être marrant, mais peut-être moins. Franchement, moi, Lil Wayne, ça peut être marrant. Je pense que c'est un gars, tu peux lui proposer des projets de baiser. Il va te dire, ok, Il on peut fait. dire, ah ouais, vas-y, lourd, tu vois. Genre lui brûler la gueule. Genre, ouais. Et après, il a des cheveux, c'est compliqué. Il faut faire ça avec des chauves. Faire ça avec des cheveux. Ou sinon, tu vois, des trucs Ça coûte rien pas à les voir. rues, hein. Genre, tu me ramènes Eric et Ramsey, je suis en régalade totale. Ah bah, tu m'étonnes. Je pense fais que tu passes, dinguerie. tu passes des heures à taper des barres. Je crois, ouais. Donc là, ça fait quand même, en 10 ans d'expérience, un bon paquet de covers que t'as créé. Ouais, ça va. C'est laquelle, celle dont tu es le plus fier et pourquoi? Tu dois en choisir une. Ton plus beau projet. Ah, c'est compliqué. Tu vois, là, dans ma tête, il y a plein de covers qui sont en train de se battre. J'attends de voir qui gagne. Je pense que ce serait celle de Nuit, de Jazzy Bass. Parce que encore aujourd'hui, je la regarde et je me dis, putain, je modifierais rien à cette cover. Et c'est assez cool, parce qu'il y en a plein où je modifierais plein de trucs. Et c'est l'une des premières covers qui m'a lancé. Vraiment, tu vois. Avant, j'avais fait 2-3 trucs mignons, mais c'était pas ouf. Et à partir de celle-là, ils ont dit, ok, il est chaud ce type, allons-y. Et donc, t'as forcément ce truc. En plus, pareil, ça s'est fait un peu dans l'urgence. J'ai tout construit, toute la déco. J'ai choisi le papier peint, les couleurs. On a imposé vraiment tout ce qu'on voulait. Ça a été difficile d'imposer à une maison de disques de mettre un mec de dos, alors qu'il voulait un truc identifiable, tu vois. Pour toutes ces raisons, je dirais celui-là. Et tu peux juste un peu nous la décrire pour ceux qui n'ont pas vu la cover? Jazzy Bass qui est de dos, c'est une cover qui est très, je vais dire, presque peinture, tu vois. Il y a quelque chose d'un peu fou de par la lumière et le cadrage, très symétrique. Il y a un papier peint à forme qui était une vraie galère à coller. En plus, il fallait tu vois, le Que ce soit en raccord, face. il fallait que le raccord il soit parfait. Et du coup, où on utilise un verre qui est très puissant. C'est très peu utilisé le verre sur des covers. C'était la couleur maudite dans le cinéma pendant très longtemps parce que c'était dur à exploiter le verre. Deux teintes principales, le vert et le rose, lui est de dos. Et ça fait un peu tableau, sans me vanter. C'est les retours qu'on a eus. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. C'est pas moi qui le dis. Mais j'adore l'ambiance de cette cover. Et plus le temps passe, et plus je l'aime quand même, tu vois. Donc je me dis que ce serait peut-être celle-là. Toi qui me dis que je fais des questions un petit peu dures, quelle est la cover d'album qui n'est pas ton œuvre et que tu aurais vraiment aimé avoir faite? Je te dirais la cover de Sams, inspirée d'histoires vraies. C'est une cover que Fifou a faite. Et je trouve que ça, pour le coup, sur cette cover-là, je suis totalement corda avec ce qu'il a fait. Moi, j'aime quand c'est réel. Je suis dans un truc vraiment du cinéma. Et là, c'est une cascade où, en fait, tu vois, il y a un bâtiment, une fenêtre cassée, et Sams qui saute par la fenêtre, il traverse la fenêtre, et il tombe. Et tu vois, je trouve que c'est archi cool parce que c'est une vraie scène d'action, tu vois. Qui a vraiment été réalisée Qui a finalement. vraiment été réalisée. Et c'est du coup, au-delà d'une belle photo, il y a en même temps toute la prouesse technique derrière que moi, j'affectionne particulièrement. Mais Mais moi, toi, ce qui t'ambiance là-dedans, c'est vraiment l'histoire derrière. ouais, Comment est-ce que ça a l'histoire, le été réel, fait? tu vois, dans la dernière cover de Niro, on lui casse une bouteille sur la tête, je clique à ce moment-là, donc t'as la bouteille qui arrive sur la version D2C, t'as la bouteille qui se casse, et donc du coup, t'as toute une histoire qui est réelle sur le projet, parce que c'est de l'action, tu vois, et moi, j'adore les trucs comme ça. Quand je te dis que je vais faire appel à ton imagination, c'est pas des blagues. Si tu devais créer un album de rap basé sur ton expérience en tant que photographe, quel serait le titre? On t'avait dit qu'ici c'était du challenge. Mais en vrai, en fait, c'est même beaucoup plus simple que ça. Je viens de faire la couverture d'un livre et mettre le titre qui raconte ce que je fais. Donc j'ai envie de te dire, il n'y aurait pas mieux que ça. Je leur ai appelé les off, tout simplement. Parce que dans mon travail, j'assiste constamment aux off de ce qui se passe dans le rap. Je vois des coulisses, enfin, j'étais en studio quand Nino et Rimka enregistrent Air Max. J'étais en studio quand Val et Koba ils font leurs morceaux. Enfin, des fois, je suis dans des moments qui sont totalement improbables et comme on est posé là, mais en fait, à côté de moi, c'est un artiste hyper coté qui est en train de créer un classique et t'assistes à tout ça, tu vois. Je trouve que j'ai un privilège incroyable. C'est vrai. Dans mon téléphone, j'ai des exclus sur je ne sais combien d'artistes, des trucs qui sont jamais sortis. Même. Fais pas fuiter, hein. Non, moi je suis
sur ça, je pense que les artistes ne se font pas de soucis, sinon ils me les enverraient pas. Mais tu vois, c'est un privilège de ouf, tu vois. Et je vois De que- pouvoir être dans les offs, c'est un truc incroyable, tu vois. Je vois que c'est vraiment ancré sur ta peau, tu l'as tatoué. Ouais, je l'ai tatoué, mais ça, alors après, c'est un autre délire. Faudrait que je raconte un jour l'histoire de ce tatouage. En fait, je taffe avec, du coup, le salon des tatouages de Cynic, WMT, et on commence à réaliser des vidéos un peu à la con. Et en fait, on a fait ce tatouage hier, en haut de la Tour Eiffel. Tu vois, c'est pour ça que j'aime, Donc, parce que tu nous racontes des On trucs de s'est ouf. dit, tu vois, je voulais me faire tatouer les off, et je dis, quitte à faire un truc, autant faire un truc un peu marrant. Et donc, on est parti, je suis avec un tatoueur sous la pluie, en train de me faire tatouer. J'ai des vidéos qui sont archi Tu l'as marrantes. filmé? Et ouais, je l'ai filmé, bien sûr. Et donc, on a fait ça en haut de la Tour Eiffel. C'était marrant. Tu t'es pris pour PNL, Une en fait. expérience. Ouais. Ça m'énerve. On dirait. Et pour le coup, j'ai rien contre eux, mais on dirait qu'ils ont inventé la Tour Eiffel. Les gars, détendez-vous. Tu vois, les fanatiques, là, comme ça, calmez-vous, détendez-vous. La Tour Eiffel existait avant, existera après. Calmez-vous. On peut plus citer la Tour Eiffel sans qu'on dise, oh, tu t'es pris pour PNL. Ouais, les gars, la Tour Eiffel, ça va. Mais quand même, est-ce que c'est pas quelque chose que toi t'aurais aimé faire aussi? Faire une cover en haut de la Tour Eiffel? Ouais, ça aurait pu être intéressant. Je pense qu'un jour, je le ferai, mais je le ferai en pirate. Si tu pouvais organiser une séance photo avec n'importe quel artiste de rap, de l'histoire, mort ou vivant, et que tu pouvais choisir l'époque, ce serait quand? Ce serait qui? Oh, je suis un. Ah, Salif. Salif, il n'y a pas d'autre choix. Et Salif, ouais, dans les années 2000. Tu vois, quand moi, je Ok. l'écoute en plus. Et là, je sais pas ce que je ferais, mais je ferais un truc de baiser. C'est sûr, je ferais un truc de fou. Une petite idée, là, vite fait. On sait que on te connaît parce que t'as des idées qui bouillonnent. Sors un truc. Mais en fait, Salif, c'est un mec de Boulogne. Je pense que je ferais un truc, un rapport avec Boulogne. Je le shooterais sur un toit ou je ferais un truc un peu. Après, ça dépend ce qu'on shoot. Est-ce que c'est un truc poétique? Est-ce que c'est un truc Kaira? Est-ce que c'est. Mais je pense que je ferais un truc avec Salif et un truc vraiment. Oh là là, je ferais un visuel dangereux. Je ferais un visuel dangereux. Mais ouais, c'est un artiste avec qui j'aurais bien aimé travailler quelque chose de visuel. Je trouve que ça aurait été cool. Genre une prise de risque. Ouais, bah, toujours, il faut, sinon c'est pas intéressant. Si tu fais quelque chose de classique, tout le monde peut le faire. On commence à te connaître. Ça y est, on a compris. Mais en T'es un fait, peu un l'idée- cascadeur, finalement. Déjà, j'ai un casse-cou. Mais l'idée, c'est surtout d'essayer de faire quelque chose avec des moyens, des fois faibles, et d'essayer de faire un truc qui soit impressionnant, qui soit fort, et que tout le monde ne ferait pas. Et il y a beaucoup de gens qui vont se freiner, qui vont réfréner leur envie, leur carrière, parce qu'ils osent pas se lancer. Tu vois? Mais tu Et vois, du coup, c'est un peu dommage. ce qui est fou, c'est que là, c'est la transition parfaite avec la dernière question. On Si, m'appelle le transiteur dans le métier. si jamais il y a très certainement des futurs photographes ou des photographes qui viennent de débuter, qui sont en train de nous regarder, de nous écouter, si tu pouvais leur donner un conseil pour leur réussite, ce serait lequel? C'est un conseil que je donne souvent aussi. Améliorez-vous avant de voir trop loin. Parce que vraiment, c'est un truc qui paraît complètement fou, mais il y a énormément de photographes qui débutent, qui n'ont pas forcément un talent certain pour l'instant, et ça se travaille. Si je vous montre des photos que j'ai fait il y a longtemps, les gars, c'était chaud, hein. Pour ton frère, Tu du vois, coup. donc, faut développer, faut travailler son œil avant de se lancer dans un milieu professionnel. Et tu vas pas sur le ring avant de t'être entraîné. Bien sûr. Et ben pour moi, c'est une erreur qui est beaucoup exploitée aujourd'hui, c'est que les gens veulent aller un peu trop vite. Et je pense qu'il faut réfréner un peu cette envie, travailler son œil, essayer de se professionnaliser. C'est facile avec des copains, avec des artistes indépendants, avec des gens qui débutent. Mais comme ça, quand vous arrivez avec un truc qui est violent. Et je vais donner un deuxième point aussi. Les gars, vous arrivez dans un métier, il faut investir. C'est obligatoire. Arrêtez vos conneries de j'ai pas les moyens. Un boulanger pour te vendre une baguette à 60 centimes, frère, à 1 euro, il a acheté un four à 40 000 balles. Va taffer au McDo, va taffer sur les côtés, fais n'importe quoi, fais du business, même j'en ai rien à foutre, fais ce que tu as à faire à droite à gauche, récupère de l'argent, cet argent-là, investis-le, et avec cet investissement, tu vas augmenter la qualité de ton travail immédiatement. Je te dis pas qu'il faut le meilleur matériel, mais il faut un strict minimum. Donc finalement, c'est ça. Il faut investir dans son matos pour paraître déjà plus professionnel, avoir un résultat beaucoup plus qualitatif. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. On peut parler pendant 1 heure. Viens, on refait un truc. Que des conseils. Les 10 conseils de David.
Bon, merci beaucoup. Merci David pour déjà d'être venu, de t'être déplacé, de nous avoir Avec raconté plaisir. toutes tes belles histoires. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et cette vidéo. Et à bientôt pour un nouvel épisode. T'as vraiment une moustache de cadreur. Ouais, de cadreur. T'as une moustache de cadreur. Ouais. Même ton dentiste, il est influenceur. Ah ouais, j'ai l'impression d'être un boboche à 6h du matin. Je suis dans mon entrepôt, je vais charger des palettes. Ah merde, ça me rappelle des souvenirs improbables. Ok. Ouais, salut. Je change rien, ma gueule.